Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir, dans cette revue de l'actualité hebdomadaire, nous allons parler de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR qui débute sa première phase le 15 de ce mois. Un rapport accablant sur des exactions commises par l'armée malienne a été produit par l'AMDH et la FIDH, nous en parlerons. L'armée qui également sur le terrain continue à subir des attaques. Dans la semaine, certaines de ses positions ont été attaquées au niveau de Al-Moustrat. Naufrage de migrants en Méditerranée, au moins 11 morts et près de 200 disparus. Nos invités du jour pour en parler sont Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Badou Escobar du Carrefour, Hamidou Eladj Touré de malimedia.com. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue. Je suis Ousmane Diadji Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Le grand dialogue. La première phase du DDR est prévue le 15 mai prochain. Première étape, Gao, ensuite Tombouctou et Kidal. L'information a été communiquée par le président de la commission du DDR, Zabi Ould Sidi Mohamed. Écoutons Idrissa Sako sur la question. Ces premières opérations vont concerner les 500 éléments cantonnés dans le cadre du mécanisme opérationnel de coordination à Gao. Selon Zabi Ould Mohamed, président de la commission DDR, elle devrait aller vite, 5 à 7 jours au maximum pour cette étape de Gao. Selon le président de la commission, des équipes des commissions d'intégration et DDR, mais aussi de l'aménagement, viennent d'effectuer des visites de terrain. Objectif, préparer ces premières opérations de DDR. La seconde phase du processus devrait se dérouler à Kidal. Les responsables de la commission DDR indiquent que la coordination des mouvements de l'Azawad a déjà libéré le camp. Ce site devrait abriter les 600 éléments pour l'opérationnalisation du MOC à Kidal. Aussi, la SEMA aurait donné son accord pour l'ouverture des bureaux du DDR à Kidal. Le président de la commission DDR reconnaît que le chronogramme initial a accusé du retard. Cependant, il refuse de parler de blocage. Prévu par l'accord pour la paix et la réconciliation, tous les ex-combattants candidats à l'intégration des forces armées et de sécurité ou d'autres programmes de réinsertion doivent impérativement passer par le DDR. Un papier donc lu par Idrissa Sako, Boubacar Yalkouye. Il semble que les choses progressent un peu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'application de l'accord de paix au Mali. Oui, disons-le ainsi, parce que comme le monsieur vient de le dire tout à l'heure, ça avait pris quand même un peu de retard d'ailleurs, qui avait aussi laissé planer à un moment donné ce doute ou cet esprit quand même de pessimisme par rapport à la mise en œuvre rapidement de l'accord de paix au nord du Mali. Et aujourd'hui, le fait de voir que les premiers responsables qui sont chargés du DDR au niveau quand même du nord nous rassure par rapport à la reprise des choses et d'ailleurs nous fixe également la date. Vous parlez notamment des groupes armés ou oui, de la commission en tant que telle, raison pour laquelle j'ai dit les premiers responsables. Bon, moi je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, même si j'ai toujours dit que je ne me reconnais pas dans l'accord, mais compte tenu vraiment de la situation sur le terrain aujourd'hui, il est temps que nous finissions rapidement avec cette histoire puisque ça n'a que trop duré et aussi les conséquences aussi sont subies par les populations en place. Mais moi, je me dis que au-delà quand même de ce DDR dont la date a été fixée, vous avez dit le 15, il faut pour la première phase effectivement, mais il faut aussi voir les préalables, ceux qui ont été faits d'abord avant qu'on arrive à ce DDR aujourd'hui, notamment au niveau du MOC où il y a de sérieux problèmes. Et il faut vraiment rapidement chercher à corriger les incorrections qui sont dans le processus au niveau de tous les segments presque, pour que arriver à un certain niveau, que cela aussi ne soit pas aussi une raison de blocage. Parce que déjà, au départ, on ne tient pas compte souvent des imprévus. Or qu'il faut aussi les mettre aussi dans le calendrier. Donc au cas où le plan A ne marche pas, que vraiment on ait un plan B pour qu'il n'y ait pas de blocage, même si il refuse aujourd'hui de reconnaître que c'est un blocage. Au fait, on a été victime de plusieurs blocages, donc il serait mieux aujourd'hui, compte tenu du temps qui nous reste, qu'on arrive à trouver une solution rapidement pour que ces actes ne se reproduisent plus. Merci Boubacar Yalkouye du journal Le Pays. On a vu plusieurs tentatives. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne, Badou Escobar du Carrefour? Bon, à mon humble avis, cette fois-ci serait probablement la bonne parce que le président de la commission du DDR, Zabi Ould Sidi, a dit que
vraiment, il n'y a pas un grand retard par rapport à l'exécution de ces DDR et que le 15 mai, tout va commencer. Mais il faut aussi rappeler que du côté des groupes armés aussi, il y a quelques récalcitrants parce que souvent on assiste à des enlèvements de véhicules, etc., etc. Donc tout ça sont des facteurs qui vraiment freinent le DDR. Sinon, du côté du pouvoir, on est de bonne foi, l'État est de bonne foi, l'État veut vraiment aller au DDR pour que les choses puissent marcher rapidement. D'ailleurs, nous venons d'apprendre qu'au niveau de Kidal, la CEMA a déjà libéré les camps où les combattants seront démobilisés. Maintenant, l'autre facteur qui nous inquiète, c'est surtout la liste. Apparemment, on ne connaît pas avec exactitude le nombre de combattants par groupe armé, n'est-ce pas, qui sera peut-être démobilisé. Donc ça, c'est un facteur qui est là. Alors, Badou Escobar, 5 à 7 jours justement pour effectuer ce DDR, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Je pense que 5 à 7 jours, c'est insuffisant. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rêver. 5 à 6 jours, c'est très insuffisant, c'est insignifiant. Surtout en ce qui concerne Gao. Merci Hamidou Eladj Touré de malimedia.com. Le processus de DDR justement qui va débuter le 15 de ce mois, comment faire justement avec ces nouveaux groupes qui sont en train de naître, hein? On parle notamment du CJA qui existe déjà et d'autres groupes qui sont en berne, un processus de création. Et comment est-ce qu'il faut les prendre compte dans ce DDR? Bon, moi, je pense que déjà, c'est une très bonne chose qu'on enclenche ce processus. Mieux vaut tard que jamais. Et une fois de plus, c'est montrer que la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale tient à toutes les parties. Et les groupes qui sont en train de se formaliser, de se créer, de naître, de voir le jour, moi je pense que l'État doit prendre des mesures, l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour que désormais que ces groupes se confondent ou bien se fondent dans les groupes qui existent déjà. Et je pense que l'accord a été signé et un processus est enclenché. On ne peut pas continuer du jour au lendemain à voir naître de nouveaux groupes, à voir des dissidents qui vont créer d'autres groupes encore, alors que c'est les mêmes groupes, ils étaient ensemble, ils sont au courant du processus, ils savent ce qui se passe. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'État, les partenaires, la communauté internationale commencent à prendre des mesures braconniennes pour que dorénavant, tout nouveau groupe qui naît se confonde aux anciens groupes qui sont déjà dans le pourparler, notamment la CEMA, la plateforme, ou que ces groupes restent quand même, comment dirais-je, un peu dans le cadre de la citoyenneté de l'État. Vous pensez donc une fois que le DDR a débuté, aucun nouveau groupe ne doit être pris en compte encore? Bon, pas une fois, même tout à l'heure, je pense qu'il faut faire beaucoup attention parce que ces groupes qui sont en train de voir le jour sont à caractère soit communautaire, soit ethnique, soit... C'est-à-dire que nous allons nous retrancher petit à petit, nous allons aller petit à petit vers une guerre civile si l'État ne prend garde. Donc je pense qu'il faut vraiment que des mesures braconnières soient prises pour que dorénavant un groupe qui veut vraiment naître se confond ou bien se fond dans les groupes qui existent déjà, un point, un trait, et c'est tout. Merci. Et par ailleurs, en ce qui concerne au fait, à ce niveau, moi, je ne suis même pas pour, en réalité, l'acceptation des nouveaux groupes, au fait. Parce que ceux qui créent ces groupes-là, ce sont des anciens éléments d'autres groupes qui existent déjà, qui sont dans le processus. Maintenant, à tout moment, il y a des mésententes entre eux. Et d'ailleurs, comme les gens ont tout le temps dit que c'est un partage de gâteaux, les mécontents se sont qui se retranchent. Et ils quittent le navire, et ils forment leur groupe et ils revendiquent encore qu'ils soient pris en compte. Donc c'est des facteurs qui ne peuvent pas continuer. Il est temps que l'État s'assume, il est temps également que les partenaires aussi qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de cet accord-là aussi, vraiment tapent du poing sur la table. Qu'on dise clairement à ces gens-là que ça ne peut pas continuer. Et c'est une façon également de fragiliser davantage la mise en œuvre de cet accord-là. Parce que quand est-ce que nous allons finir avec ça? Et une fois que, comment on appelle ça, si on continue à les prendre en compte, ça va peut-être même se retourner contre l'État un jour. Parce que, comme M. Touré l'a si bien dit, des groupes à caractère communautaire qui sont là uniquement pour revendiquer des identités culturelles,
bon, c'est un peu compliqué. On ressent en effet un peu dans le pays aujourd'hui un repli identitaire, surtout c'est pas bon, c'est pas bon, c'est très très dangereux. Qui va nous drainer vers une c'est très très dangereux. Et il est temps aujourd'hui vraiment que l'État s'assume, qu'il prenne des dispositions contre ces facteurs-là qui se manifestent aujourd'hui sur le terrain. Badou Escobar n'a pas beaucoup parlé. Juste deux mots. Et autre chose, c'est que l'État même encourage la création de ces mouvements. Parce qu'il y a un mouvement qui va naître à Gao dans la semaine à venir, dans 4 ou 5 jours, dans 7 jours, disons plus précisément. Et je vois que c'est l'État qui est en train d'accompagner ces gens pour aller créer un groupe ou une association à caractère ethnique culturel. Et moi j'ai dit non, l'État doit s'assumer, dire que dorénavant vraiment qu'on mette frein à ça. C'est vrai, le droit à l'association, le droit au regroupement, mais quand même que des bases claires et saines soient définies quand même pour la mise en place de ces regroupements. C'est ce que je voulais dire. Merci Amidou Eladj Touré de malimedia.com. Est-ce que le processus de DDR justement va ramener cette stabilité qu'on attend tant, Badou Escobar du Carrefour? L'objectif de la communauté internationale, l'objectif du gouvernement malien, c'est justement ramener la paix à travers le DDR. Parce qu'à travers le DDR, beaucoup estiment que les groupes armés seront cantonnés. Et une fois les groupes armés cantonnés, on saura qui est groupe terroriste, qui n'est pas groupe terroriste. Parce que jusqu'à preuve contraire, il y a des attaques, il y a des enlèvements. On ne sait pas qui fait ces attaques, qui fait ces enlèvements. Donc, en regroupant, en cantonnant les différents éléments des groupes armés, peut-être on pourra faire la part des choses, on pourra savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas. C'est très important, il faut le souligner. Il faut que ces gens-là soient cantonnés pour qu'on sache qui ne l'est pas, qui est terroriste, qui ne l'est pas. Je retourne... Est-ce que ça va justement ramener la stabilité? En principe, ça doit ramener la stabilité. Dans les années 90, il y a eu, on a cantonné les mouvements Front unifié de l'Azawad. Une fois ces mouvements, quand on les a cantonnés, la paix est revenue. Donc on fera donc la part des choses entre djihadistes et... Mais Badou Escobar, est-ce que tout le monde sera réinséré et reversé dans l'armée? Non, tout le monde ne sera pas reversé dans l'armée. Peut-être certains seront versés dans les différents corps des forces armées, certains vont rejoindre des unités paramilitaires, peut-être d'autres, on donnera des fonds à d'autres pour que vraiment ils puissent s'insérer dans la vie sociale. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement, M. Touré? Oui, ce que je pense, c'est que dire que le cantonnement va ramener la paix et la cohésion, j'en doute fort, puisque le MOC qui a été peut-être un essai de mettre tous ces groupements ou bien tous ces groupes armés ensemble a été un échec. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Gao et que aussi que ces gens créent une peur bleue chez le citoyen lambda, leur façon de se comporter, leur façon de conduire, leur façon de se conduire. Et entre eux aussi, ça ne va pas. Parce que en les voyant marcher dans les rues, on les voit en petits groupes, comment dirais-je, selon leur provenance ou selon leur ethnie ou selon... De toutes les façons, ils ne sont pas parvenus quand même au sein du MOC à ramener cette cohésion, à faire en sorte que le vivre ensemble soit reconstruit à partir de la branche militaire. Boubacar Yalkouye, est-ce que vous pensez, comme M. Touré, que le MOC est déjà un échec? Le MOC qui a à peine démarré. Ah oui, effectivement, puisqu'on voit comment les choses évoluent sur le terrain. On voit comment les choses évoluent. Et moi, je me dis qu'au-delà quand même du MOC, comme on était avec... c'était quel point avant ça? Le DDR, voilà, effectivement. Moi, je me dis qu'aujourd'hui... Le DDR, il va partir du MOC. Les combattants à Gao. Effectivement. Moi, je me dis qu'il y a d'ailleurs... L'État a pris trop de retard et puis aussi on a eu à sauter des étapes. Ça devait être ce processus qui sera enclenché à partir du 15 devait être... C'était un préalable à la stabilité puisque c'est comme une chaîne. Mais puisque tant que ces gens-là, ils ont les armes sur le terrain, ils vont toujours continuer à être une menace pour la stabilité. Ils vont toujours continuer à être une menace pour l'État malien. Vous êtes d'accord avec Badou Escobar quant au fait que tout le monde ne sera pas reversé dans l'armée, d'autres iront dans des corps socioprofessionnels différents? Oui, maintenant, bon, ça va dépendre des critères qui seront définis par la commission mise en place. C'est à la commission peut-être de dire, bon, voilà, ceux qui ne sont pas prêts à intégrer l'armée, bon, voilà, il y a d'autres avantages qui sont là.
Non, il y a deux volets au fait. Le DDR, c'est deux volets. Il y a un volet d'insertion des ex-combattants et il y a un volet insertion socio-économique et professionnelle. Voilà. Donc il y a deux volets. Et ceux qui sont dans le processus de réinsertion socio-économique, je pense qu'ils seront déversés, surtout dans le domaine agricole, dans les métiers tendant vers le domaine rural. Moi, je me dis même que même par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les attaques comme Badou l'a si bien dit, les attaques par-ci, par-là, et le fait qu'à chaque fois, on a de nouveaux mouvements qui menacent, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu ce désarmement-là. C'est ce qui amène tout ça. Parce que s'ils n'ont pas d'armes, ils ne pèseront plus. Merci, Boubacar Yalkoué. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci d'être connecté donc au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue, le forum de la presse donc avec Boubacar Yalkoué du journal Le Pays, Badou Escobar du Carrefour, Hamidou El Hadj Touré de malimedia.com. Nous abordons un autre chapitre. On a vu que l'AFIDH et l'AMDH accusent les groupes armés, les forces armées maliennes et les forces internationales d'être responsables d'exactions. Selon eux, plus de 300 personnes ont été arrêtées durant l'année 2016 pour des raisons liées au conflit. Plusieurs dizaines d'entre elles seraient détenues illégalement. On va écouter cette réaction du colonel-major Abdoulaye Coulibaly des forces armées maliennes et le sous-chef d'état-major chargé des opérations. Il a réagi justement à ce rapport. Les allégations, elles viennent de qui? Elles viennent d'où? Les preuves sont où? Où sont les victimes? C'est ce qu'on veut savoir. Tous les GTIA qui ont été formés ont reçu à Koulikoro une mission des droits de l'homme du CICR qui allait donner des cours. L'ETM signe des contrats avec des experts en matière de droits de l'homme pour venir monter des scénarios. Des scénarios où un conflit, voici ce que nous considérons comme terroristes qui se trouvent là. Voici une école, un village, comment faire le distinguo, comment gérer ces terroristes qui est là sans pour autant affecter cette population qui est à côté. Pour laquelle nous vivons, cette population qui est notre raison d'être. Une armée qui se dit professionnelle, une armée qui se dit moderne, ne peut pas agir et ignorer les droits de l'homme. Entre allégations et entre, comme on le dit dans le bon français, il faut éviter de stéréotyper. Le soldat Abdoulaye Coulibaly a fait, le soldat Diarra a fait. Ça, c'est des individus qui ont fait, mais qui revêtent l'uniforme, mais qui ne sont pas représentatifs des femmes parce que les ordres ne viennent pas des chefs. Ça, c'est les propres égaux. Et ils répondront en tant que tels. Mais maintenant, parce que 2 soldats ont fait sur 100 soldats, on dit les femmes, c'est très facile. Badou Escobar, vous avez écouté donc le colonel-major Abdoulaye Coulibaly. Que pensez-vous de ce rapport accablant qui indexe les groupes armés, les FAMA, mais également, il faut le signaler, les forces internationales telles que la MINUSMA et Barkhane? Vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. C'est très très compliqué, c'est très complexe. Il est très facile d'accuser les forces armées. À chaque fois que l'armée régulière du Mali... Mais la MINUSMA également a été accusée, au même titre que Barkhane. Même Barkhane, la MINUSMA, Barkhane, les forces gouvernementales. Mais il faut reconnaître que les forces gouvernementales sont dans leur droit, n'est-ce pas, de se défendre et de défendre les populations. Ils ne font rien au hasard. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans le cadre de la sécurité. Et vous ne pouvez pas prendre un terroriste, n'est-ce pas, et ne pas le cuisiner pour qu'il donne la position des autres terroristes. Il faut le signaler, c'est très important. Nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique, puisque le Mali est un pays pauvre, les regards sont braqués sur le Mali, c'est le Mali qu'on accuse. Barkhane n'est pas malien, la MINUSMA non plus. Je viens. On n'accuse pas que le Mali. Non, on n'accuse pas, on accuse la MINUSMA, on accuse Barkhane. Mais au compte-gouttes, il n'y a pas longtemps, Barkhane a tué quand même un enfant. Mais on n'a pas beaucoup spéculé sur ça. Mais il suffit que les militaires maliens arrêtent 1 ou 2 terroristes pour qu'on parle de droits de l'homme. En longueur de journée, nos soldats tombent sous les balles de ces mêmes terroristes. Donc quand des militaires tombent sous les balles de ces terroristes, donc ils ne feront pas de distinguo. Pour eux, tous ceux qui sont armés, tous ceux qui prennent les armes à la main, c'est des terroristes et ils doivent être traités comme tels. La MDH doit comprendre cela. Nous sommes un pays en guerre. La stabilité du pays est menacée. Il y a l'état d'urgence. La MDH, les organismes des droits de l'homme ne sont-ils pas dans leur rôle, justement? Non, les organismes des droits de l'homme, ils sont quelque part dans leur rôle, mais ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. C'est les militaires maliens qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en train de mourir. Ils savent ce qu'ils font. Donc s'ils prennent un terroriste, ils doivent le cuisiner pour qu'il donne la position des autres terroristes. Nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Donc l'armée est dans son droit vraiment de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des populations.
en période exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles. Voilà. El Hadj Touré, 385 attaques dans le nord et le centre du pays avec 207 civils tués, des actes de torture, des actes d'enlèvement, de détention arbitraire. Ces faits si prouvés sont quand même, si jamais ils sont prouvés, ces faits sont quand même gravissimes. Bon, vous avez bien dit que si c'est prouvé, moi je pense qu'on ne peut pas rester dans les salons meublés à Bamako et faire des enquêtes et vraiment faire un rapport comme quoi il y a eu des exactions, il y a eu des arrestations arbitraires. Je conviens avec mon frère que nous sommes dans une guerre asymétrique où on ne sait même pas qui est qui. Et d'ailleurs, la preuve est que les jours passés, que des éléments du mécanisme opérationnel se sont enfuis avec des véhicules du mécanisme. Donc, les gens sont confondus parmi soit la population, parmi soit aussi les militaires. Et on ne peut pas déceler qui est qui. Et je pense que quand on met la main sur quelqu'un, on doit quand même être à mesure de le cuisiner, pour répéter Badou. On doit être à mesure de le cuisiner pour dans les règles, justement. Vraiment dans les règles, du respect des droits humains, des droits de l'homme et des droits humains. Les groupes armés également sont accusés d'exactions. Oui, vous savez. Ce rapport-là a fait le parallèle selon justement. On doit créer un Guantanamo au Mali. On doit créer un Guantanamo au Mali. C'est anti-droit de l'homme alors. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas que nous serons en mesure quand même au Mali de mener une étude ou bien une enquête qui va vraiment définir tout ce que je viens d'entendre ou bien tout ce que j'ai lu ces jours-ci ou bien depuis ce matin par rapport au rapport du FIDH et de l'AMDH. Je ne pense pas que ces conditions soient réunies. Particulièrement, je suis allé au nord pour enquêter sur la prolifération des armes légères et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Et donc, je ne pense pas que eux, quels que soient les moyens dont ils disposent, pouvoir vraiment mener de telles enquêtes et donner avec précision et certitude des chiffres exorbitants. Alors, je signale déjà que ces enquêtes ont été menées dans la plupart des cas, en tout cas sur le terrain, mais pas dans les salons meublés. Est-ce que vous êtes d'accord, Boubacar Yalkouye, du journal Le Pays, avec Badou Escobar, quand il dit qu'il faut créer un Guantanamo au Mali? Non, bon, au fait, alors, moi, je n'irai pas jusqu'à faire des propositions de ce genre, mais je me dis que la réalité sur le terrain, elle est vraiment complexe, elle est compliquée. Et ce qui fait que aujourd'hui, moi, je me sens un peu, j'ai toujours suivi la MDH et les organismes des droits de l'homme dans, comment on appelle ça, par rapport à, dans leur démarche et par rapport également aux rapports qui ont été publiés. En partie, je suis d'accord avec eux sur plusieurs points, mais aujourd'hui, le fait vraiment d'accuser, je dirais bien accuser l'armée malienne et aussi ses partenaires qui sont sur le terrain d'exactions ou de torture, c'est rentré, c'est sorti là-bas, je ne partage pas cet avis-là. En ce sens que... Il semble déjà que tout le monde ait retenu les accusations contre l'armée malienne, mais personne ne parle justement de ces accusations contre ces groupes armés également. C'est surtout ça, au fait. J'allais en venir. C'est surtout ça un peu. Imaginez un peu, par exemple, ces gens qui sont détenus ou exécutés, qui sont considérés comme des citoyens. Il est très très difficile d'identifier les gens sur le terrain. Et aussi, il faut aussi savoir que, comme par rapport au côté, entre guillemets, des peuples, nous avons vu que ceux qui font le truc sur le terrain, qui font le pâturage sur le terrain, il y a des hommes mal intentionnés qui se dissimulent, qui ont des habits en haillons, qui sont derrière des troupeaux, mais ce sont des terroristes, etc. Mais si on arrête ce genre de personnes, ou bien il y a certains également qui sont dans les villes, mais qui sont là-bas en tant que répondants de ces mêmes forces maléfiques. Donc maintenant, ils donnent des informations. Et quand on a des informations sur ces individus, mais il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Et moi, je me dis aujourd'hui que le fait de dire que... Moi, je me dis que l'armée malienne, elle est dans son rôle. Ses partenaires également, la MINUSMA et Barkhane, sont également dans leur rôle. Et les groupes armés? Non, bon, les groupes armés, je me dis que les groupes armés, il est difficile de les voir en réalité donner de les accuser en tant que tels. Sinon, dans un rapport pareil, comment se fait-il qu'on accuse ces forces-là, mais les groupes armés ne sont pas concernés?
Mais les groupes armés, justement, sont concernés. Je veux parler des trucs. Badou Escoba, maintenant, dans un tel contexte, comment réconcilier l'armée avec le citoyen au regard de tout cela? Réconcilier l'armée avec les citoyens, ça dépend du citoyen. Parce que les militaires vont dans les villes, dans les villages, pour sécuriser les populations. Maintenant, quel est le problème? Souvent, vous trouvez que le jour, n'est-ce pas, l'habitant, il est un individu normal. Mais la nuit, il se déguise en terroriste. Ce que les terroristes sont en train de faire, c'est ce que le Viet Cong faisait aux Américains au Vietnam et aux Français. Alors, cela nous amène d'ailleurs dans cette attaque justement subie par l'armée malienne. 2 soldats maliens ont été tués, 8 blessés. C'était dimanche dernier dans l'attaque d'une position de l'armée par des terroristes à Al-Moustrat, c'est dans le nord-est du Mali. M. Touré, les Fama qui subissent encore des attaques 5 jours après celle du 2 mai dans la région de Ségou qui a fait 9 morts et 5 blessés. Bon, vous savez, tout ça, ça laisse perplexe et avant tout propos, je voudrais bien m'incliner devant la mémoire de nos vaillants soldats et souhaiter prompt rétablissement à tous ces blessés. Mais ce qui est sûr, c'est que nous confondons beaucoup de choses et il faut faire beaucoup attention pour ne pas faire l'amalgame. Vous savez, la zone d'Al-Moustrat, la zone de Erlit, la zone de... c'est une vaste étendue qui tire de la frontière de la Mauritanie à la frontière algérienne, qui est vraiment une zone de narcotrafiquants. Maintenant, ces attaques ont été perpétrées. Est-ce qu'il y a une confusion parfois entre les djihadistes et les narcotrafiquants? Cette attaque a été revendiquée par Al-Nosra, à l'Islam al-Muslimin, dirigé par Yad Agali. Bon, est-ce que, je ne suis pas au courant de la revendication, je viens d'entendre parler. Sinon, moi j'ai toujours dit qu'il faut beaucoup faire attention. Il y a souvent vraiment des narcotrafiquants qui ne sont pas des djihadistes en tant que tels, parce que les narcotrafiquants, il y en a qui font leur business, mais ils sont armés souvent quand ils sont confrontés à l'armée, ou bien quand l'armée leur barre le chemin, ils essayent quand même de les attaquer. Je ne dirais pas se défendre, ils les attaquent pour pouvoir se frayer un chemin et pour pouvoir continuer leur business. Et ceux qui se lèvent sciemment pour aller vraiment tuer nos vaillants soldats ou bien causer du tort aux paisibles citoyens, c'est ceci que moi j'appelle les djihadistes, les terroristes. Donc, ce qui vient de se passer à Al-Moustrat est déplorable. Ça montre une fois de plus combien les dispositifs sécuritaires ne sont pas consistants, ne sont pas solides et ne peuvent pas contenir vraiment tout ce qui est menace dans cette partie-là. Donc, sincèrement, je renouvelle mon appel aux partenaires qu'ils s'impliquent davantage, surtout avec l'information et puis la transmission pour que vraiment les mesures des dispositions soient prises. Badou Escoba, sur cette question, est-ce que ça ne nous pose pas encore ce fameux problème de négociation avec Yad Agali et Amadou Nkoufa, par exemple? Est-ce qu'il faut éventuellement négocier avec eux? Est-ce que ça pourrait être une solution? Négocier avec Yad Agali ou Amadou Koufa serait l'aveu d'un énorme échec. On ne doit pas négocier avec ces terroristes, avec ces individus. Moi, je rappelle encore une fois, le président de la République l'a dit à Ségou, le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Les partenaires du Mali doivent comprendre cela. Ils doivent lever l'embargo sur les armes pour que l'armée malienne puisse s'équiper. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Il faut encore le rappeler. Nos militaires n'ont pas de jeu. Les forces internationales ont des hélicoptères, ils ont des avions de chasse. Au moins, les Américains et les Français, ils peuvent au moins donner les positions de terroristes à nos militaires, pour que nos militaires puissent aller les attaquer et les tuer. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais je vais vous donner un exemple. Peut-être on dit souvent que j'aime aller du coq à l'âne. Je prends l'exemple de l'Angola. Il a fallu que les Américains et les Français lèvent l'embargo sur les armes à destination du Luanda pour que l'armée angolaise puisse écraser Jonas Savimbi. Et ce sont ces mêmes Américains qui ont donné la position de Jonas Savimbi aux Angolais le 22 février 2002 dans la province de Mexico. Ils ont pu le tuer. Donc il faut que les forces internationales comprennent ça. Nous sommes un pays en guerre. Nos militaires sont en train de mourir. Ils ont des drones, qu'ils mettent ça à la disposition de notre vaillante armée nationale. Ce n'est pas avec des pick-up Mosé qu'on va combattre avec ces gens-là. Il nous faut des équipements adaptés. Il faut le dire. Il faut des équipements. Sur ce point, je suis d'accord avec le président de la République du Mali. Le Mali est en guerre. Nos amis doivent nous aider, doivent nous donner des équipements militaires adaptés. On va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le forum de la presse du studio Tamani. Sont avec moi dans ce studio Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Badou Escobar du Carrefour, Amidou El Hadj Touré de malimedia.com. Boubacar Yalkouye du Pays, finalement, l'armée malienne qui continue à subir des attaques. Certains analystes soutiennent d'ailleurs que la lutte contre le terrorisme fait effet et que c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un dernier baroud d'honneur de ces terroristes-là, justement. Est-ce que cela peut être vrai? Oui, la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali, moi je ne vois pas d'effet positif, puisque en ce sens que ça fait combien d'années que ces forces internationales sont au nord, mais on ne voit pas vraiment d'impact positif nous permettant de dire bon voilà, même si on n'a pas encore gagné la guerre, quand même une partie elle est honorable. Je ne vois pas sur le terrain. Et aujourd'hui je sais également que la problématique Yad, comme je ne suis pas d'accord un peu sur ce point avec mon confrère Badou, je me dis qu'aujourd'hui il est temps vraiment qu'on revoie un peu la copie par rapport au dossier Yad. Yad dans ce sens que la position aujourd'hui du Mali, je dirais la position lui a été imposée. En ce sens que, puisqu'on a vu que depuis le début de cette affaire, c'est un pays comme les États-Unis, un pays comme la France, ce sont ces gens qui ont été les premiers à inscrire le monsieur sur la liste noire. Or que nous savons que c'est un Malien, même s'il a une position radicale, il est facile pour nous de le ramener sur la table, de le ramener à la raison, au bénéfice de l'ensemble de la population malienne. Mais quelles seraient justement les valeurs qu'on pourrait éventuellement négocier avec Yad Ghali, qui réclame la laïcité. Non, mais en fait, non, mais il peut céder. Du moment où on aura à ouvrir une négociation, il y aura peut-être, il est possible qu'il cède. On ne sait jamais. Puisque tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas vraiment savoir quelles seront les conclusions. Et aujourd'hui, imaginez un peu. Moi, je me dis que c'est ce qui bloque aujourd'hui cette situation. Toutes les menaces que le monsieur a eu à faire, il a pu les atteindre. Et les choses vont de mal en pire. À chaque fois qu'il y a des attaques quelque part, à chaque fois vraiment que nous perdons des hommes et des matériels, c'est son groupe qui revendique. Ça nous fait combien d'années nous sommes dans ce système aujourd'hui? Et nous savons que nos forces qui sont sur le terrain également n'ont pas les moyens pour faire face à ce monsieur. Et même cette force internationale qui est là, elle n'a pas également les moyens pour faire face à ce monsieur-là. Donc il est temps, au lieu de jouer un peu à l'orgueil, ou bien se croire hautain, maintenant il faut vraiment penser au peuple malien. Il faut penser aux conséquences que le Mali est en train de subir et revoir la copie, revenir à la raison, demander à ce monsieur-là vraiment, ouvrir plutôt une négociation avec le monsieur et son groupe et voir vraiment ce que ça va donner aussi. Badou Escobar du Carrefour, dites-moi, moi je ne partage pas le point de vue de Yalkouye. L'État malien a tout fait à Yad. Yad a été chuchoté, Yad a été dorloté. Yad, il doit être éliminé. On ne doit pas négocier avec Yad. Est-ce que ce n'est pas justement ces attaques de ces derniers jours ne sont pas une espèce de réponse à cette fameuse opération Panga qui, dans son rallongement, a fait mouche avec une vingtaine de terroristes tués sur la bande frontalière Mali-Burkina? Oui, peut-être. Est-ce que ce n'est pas une espèce de revanche justement de ces groupes-là? Bon, Panga, opération Bayard, bon, peut-être. Je dirais cela, mais de plus en plus, les pays de la région aussi sont en train de se mobiliser pour mettre en place ce qu'on appelle la force du G5 Sahel. Donc, je pense que c'est une réponse peut-être à cela. Qui tarde à se mettre en place, d'ailleurs. Oui, le G5 Sahel tarde à se mettre en place, mais il faut mettre en place cette force. Vous savez, le problème du Mali, c'est un problème qui va toucher l'ensemble de la sous-région. Je prends seulement le cas de la Somalie. Pendant longtemps, les voisins de la Somalie ont négligé ce qui se passe en Somalie. Et quand il y a eu les meurtres de Westgate, quand on a tué plus de 300 étudiants à l'université de Garissa, donc on s'est rendu compte qu'il fallait intervenir en Somalie. Parce qu'il ne faut pas laisser ce pays-là sombrer. Si le pays sombre, tous les voisins du Mali vont sombrer. Que ce soit l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, ils vont tous sombrer. Ça, je voulais donc, personne n'a intérêt à ce que le Mali sombre. Donc tout le monde doit se mobiliser pour ramener la paix dans ce pays-là. C'est dans leur intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt seulement du Mali. Les voisins du Mali ont intérêt à ce que la paix revienne au Mali. Est-ce que vous pensez que le G5 Sahel a un avenir sans la Mauritanie? Non, le G5 Sahel... Bon, sans la Mauritanie, le G5 Sahel ne peut pas avoir un avenir. Mais il faut que les Mauritaniens aussi jouent franc avec le Mali. Le problème, c'est la Mauritanie.
Il y a la forêt classée de Ouagadougou, c'est du côté mauritanien. Les terroristes, ils perpètrent leurs attaques souvent, ils se réfugient sur le territoire mauritanien. Et l'armée mauritanienne ne fait rien. Sanda Ould Bouamama qui chicotait les gens à Tombouctou, il est réfugié en Mauritanie. Il court des jours tranquilles là-bas. Normalement, la Mauritanie doit le défaire vers le Mali. Il faut que les Mauritaniens changent de comportement. Il faut qu'ils jouent franc. Tout le monde laisse la Mauritanie à signer un deal avec les terroristes pour qu'ils ne mènent pas des attaques sur le territoire mauritanien. Si l'armée mauritanienne est plus qualité que l'armée malienne. Si on laisse la Mauritanie et ces terroristes-là, en quelques jours, ils vont prendre Nouakchott. Ça, je vous l'ai dit. Merci. Voilà. Nous, M. Touré souhaite réagir. Amadou El Hadj. Bon, écoutez, vous savez, la lutte contre le terrorisme, aucune nation les plus fortes n'ont pas pu la contenir jusque-là. Mais ce que je dis, c'est que vraiment, avec quand on se serre les coudes, comme on est en train de le faire, je pense qu'avec l'information surtout, parce qu'il faut anticiper. Moi, je pense que la lutte antiterroriste commence par l'anticipation. Et vous avez plutôt évoqué la relation entre le citoyen et nos vaillants soldats. Moi, je pense que l'État doit s'y atteler. Je pense qu'il faut faire de larges campagnes de sensibilisation pour réconcilier le citoyen et nos forces armées. Je pense que c'est très important. Merci. Nous allons attaquer donc le dernier thème de cette émission. 11 migrants sont morts et près de 200 autres ont été portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. Lundi, c'est selon le commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR et l'Organisation internationale de la migration. 10 passeports maliens auraient été retrouvés. On écoute Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés sur la question. On a essayé de contacter nos partenaires pour qu'ils puissent identifier les nationalités des personnes disparues. Jusqu'à présent, on n'a pas pu identifier des vrais Maliens dans ces disparitions. Mais d'après les sondages, il y avait des détenteurs de passeports maliens, mais qui n'étaient pas originaires du Mali. Une dizaine de passeports qui a été retrouvés. On a demandé s'il peut nous envoyer les copies des passeports. Donc, à nos jours, je ne peux pas dire clairement s'il y a un Malien ou pas, mais les enquêtes sont en cours. Depuis 3-4 ans, le Méditerranée est devenu le cimetière des migrants. Les déserts aussi, on n'en parle plus. C'est à nous, les acteurs de la société civile, le gouvernement, les décideurs internationaux, de trouver une solution pérenne pour pouvoir répondre aux besoins des migrants. Il faut valoriser les migrants à leur milieu local. Tant qu'il n'y a pas un développement local, les gens vont essayer d'aller à l'immigration. Badou Escobar, vous avez entendu, est-ce que le développement local peut être un frein aujourd'hui à l'immigration? Après ce drame-là, Ousmane Diarra de l'AME pense que c'est peut-être la solution. Non, le développement local ce n'est pas seulement la solution. Le problème, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Vous voyez ce qui se passe en Libye. Qui a créé le chaos en Libye? Ce sont ces mêmes Occidentaux. Beaucoup d'immigrants profitent du chaos libyen pour essayer d'atteindre la terre promise, qui est une illusion qui est l'Europe. En Europe même, ça ne va pas. Moi, je pense que si on veut que nos jeunes cessent d'aller se faire tuer à Lampedusa, dans le détroit de Gibraltar, il faut que la paix revienne en Afrique. Parce que quand il y a la paix, il y a la stabilité, les jeunes peuvent travailler et se faire la poche. Mais dans ce contexte, ils ne peuvent pas. Prenons le centre du Mali, prenons la région de Mopti. Beaucoup de jeunes vivaient des dividendes du tourisme. Il y a plus de tourisme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'ils vont essayer de traverser le Sahara et se rendre en Europe et se faire tuer en cours de route. C'est la faute à qui? C'est la faute aux Occidentaux. C'est la faute à Nicolas Sarkozy. C'est la faute à Barack Obama qui a suivi Sarkozy sans chercher à savoir ce qui se passe. Mais ils ont tué à tort Kadhafi. C'est la faute à Sarkozy. C'est Sarkozy là, qui a tenté d'être président. Il ne peut pas être président encore. Un assassin comme ça. Alors, est-ce que ça ne pose pas également le problème de la disponibilité du passeport malien, même s'il est biométrique? Maintenant, on dit qu'une dizaine de passeports auraient été retrouvés, des passeports maliens. Et l'AME, après avoir un peu analysé cela, ne pense pas justement que ces gens sont maliens. Ces gens ont dû passer par le Mali pour pouvoir avoir... Parce qu'à un moment donné, les documents maliens étaient à la portée de tout le monde. Tout le monde venait au Mali et tout le monde pouvait s'approprier le passeport malien. Bon, ce n'est pas le Mali seulement. Des Maliens aussi partent dans d'autres pays et ils arrivent à avoir leur passeport. Sur ce point, je n'accuse pas tellement le Malien. Tout le monde fait ça. Alors, il faut savoir également que les choses ont un peu changé. Mais il y a un rapport de l'OIM, justement, Amadou El Hadj Touré, un rapport du mois dernier qui parlait de vente de migrants noirs africains en Libye. Bon, vous savez, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait la Libye dans les années 2004-2005.
Je sais ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, pas la Libye seulement. J'ai fait presque toute la Méditerranée, de l'Afrique centrale à la Méditerranée jusqu'au Moyen-Orient. Je sais tout ce qui se passe là-bas avec les migrants. Ce commerce dont on parle, ça débute chez nous. Le commerce de personnes, ou bien je ne sais pas comment il faut l'appeler, le trafic d'individus, l'esclavage, il faut vraiment le combattre sous toutes ses formes. Moi je vois au niveau des gares, souvent il m'arrive de voyager, il y a des gens, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 jeunes qui sont dans les cars, qui voyagent de Bamako jusqu'à Gao. Ils se confient au chauffeur à qui ils donnent de l'argent, et chaque fois qu'ils arrivent au poste de police, celui-ci descend, il arrange. Ils arrivent, à Gao, et là il y a un comité d'accueil qui les, vous voyez, qui les réceptionne, pour les envoyer vers Agadez. C'est tout un système, c'est tout un réseau. Mais par rapport à ce que vient de dire Diarra de l'OME, moi je suis pas d'accord avec lui. Moi je dirais que dès lors où quelqu'un détient le passeport malien, c'est un Malien, qu'il l'ait frauduleusement ou pas, ou dès lors où il est accidenté, qu'on ne parvienne pas tout à l'heure à se laisser les Maliens ou pas, il est détenteur de la pièce d'identité nationale malienne, il est malien. Et ce que je recommande, c'est que nos autorités, avec l'Organisation internationale des migrants, mettre les bouchées doubles, pas seulement pour combattre l'immigration ou bien pour combattre la migration, mais pour mettre des systèmes vraiment à maintenir ceux qui sont déjà sur place ici. Et aussi à dire aux Occidentaux que chaque fois qu'ils rapatrient un Malien, celui-ci retourne avec 5. Et c'est ce que, malheureusement, même en Afrique centrale, chaque fois qu'on refoule un Malien, il retourne avec 5, parce qu'il profite des 5 personnes pour avoir lui-même son transport. Et il va avec ces 5, il connaît déjà les rouages, il connaît le mécanisme, et il parvient à repartir. Donc, créons des conditions qui peuvent stabiliser ceux qui sont déjà sur place. Moi, je pense que c'est plutôt cela la solution. Merci. Le même rapport, justement, parle de l'appui des migrants qui est plus conséquent que l'aide au développement que les pays occidentaux nous donnent. Boubacar Yelkoui. Oui, effectivement, ça, les chiffres sont avérés, ils sont vrais. On sait même récemment quand il y a eu des problèmes avec la présence du ministre des Maliens de l'extérieur en France entre les les Maliens de la diaspora, et ça a été clairement dit. Et aujourd'hui, je me dis que ceux quand même qui partent illégalement vers ces pays occidentaux et qui sont obligés de passer par des chemins tortueux pour arriver là-bas, il serait mieux de trouver quand même une solution, mettre en place des conditions idoines au niveau quand même des pays de départ pour qu'ils ne s'exposent pas de la sorte ils ne s'exposent pas au danger. Parce que Dieu seul sait, ils quittent ici, eux-mêmes, ils ne sont pas confiants à 100% qu'ils arriveront là-bas en vie. Ils peuvent à tout moment perdre la vie sur le terrain. Et aujourd'hui, il serait mieux vraiment que les pays de départ et aussi ces occidentaux-là essayent de voir comment mettre des conditions idoines en place au niveau de ces pays-là pour que nous puissions vraiment finir avec cette histoire. Et également par rapport aussi aux papiers, aux pièces maliennes retrouvées quand même sur place là-bas, je me dis que pratiquement tout ce qui a été dit de ces dernières années, ça n'a absolument servi à rien. Moi, je me dis on n'a pas donné de date de délivrance, par exemple, de ces pièces qui pourraient éventuellement dater d'il y a un moment. C'est possible. Badou Escobar, alors c'est vrai que Marine Le Pen n'a pas été élu président de la République de la France, mais est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va élargir le champ pour une meilleure politique d'immigration pour nous, par exemple? Très rapidement, Emmanuel Macron est le président de la France. Ce n'est pas le président du Mali, ce n'est pas le président de l'Afrique. Ce que j'aimerais encore une fois dire, que les Européens cessent de nous vendre des armes pour qu'on s'entretue. En réalité, c'est l'insécurité qui pousse beaucoup de jeunes à aller. Mais vous venez de dire de lever l'embargo sur les armes. Non, ça c'est pour que le Mali puisse se défendre. C'est une guerre qui a été imposée au Mali. C'est pas 2000, ils ont imposé une guerre au Mali. On est à la fin de cette émission. Je vous remercie. Badou Escobar, on est à la
la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc ce forum de la presse. Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Badou Escobar du Carrefour Amidou El Hadj Touré de malimedia.com était avec nous. Merci monsieur. Cette émission est une réalisation de Ibrahim Arandialo. Salim Diouara a assuré la mise en onde. Gagné Kanté, la régie vidéo. N'oubliez pas de contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Je vous invite également à faire un tour sur notre site web. C'est www.studiotamani.org. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.